Tout commence par la curiosité. L'inspiration, une étincelle. Puis, la réflexion, une effervescence de possibilités. Et cet espace où l'imaginaire devient réalité. Et ensuite le moment de la collaboration. Des essais où l'on se demande, est-ce que ça marche? Comment l'améliorer? Enfin, l'ouvrage. Le travail d'orfèvre. Transformer la matière brute en bijoux. L'ambition nous anime tous de manière différente. Mais quelles que soient vos ambitions et où qu'elles vous mènent, nous vous aiderons à les réaliser. Bonjour à toutes et à tous. Au nom d'Exportation et Développement Canada, je suis très heureuse de me joindre à l'événement Parcours Entrepreneur organisé par l'AQT. Je suis Mélanie Vaillant, directrice principale de compte Groupe Technologie à EDC. EDC est l'agence de crédit à l'exportation du Canada et une société d'État financière qui se consacre à aider les entreprises canadiennes de toute taille à se développer à l'étranger, même face aux défis exceptionnels que nous avons rencontrés au cours de la dernière année. Dans le contexte de la COVID-19, nous aidons les entreprises dans le secteur des technologies, comme la vôtre, à se stabiliser et les guidons en cette période où elles doivent faire affaire avec l'inhabituel pour qu'elles puissent saisir des occasions d'affaires qui se présentent à l'étranger. Pour représenter tout ce que le Québec a de mieux à offrir, des entreprises qui sont des parcours formidables vers la réussite commerciale, tant au Canada qu'à l'étranger. Sur ce, c'est un plaisir et un honneur absolu d'écouter la présentation de Terra Nova Worldwide Corporation par Lise Lapointe. Choisir de se dépasser, c'est choisir d'exporter. Merci. Lapointe qui sera notre conférencière aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis Nicole Martel, présidente directrice générale de l'AQT. Un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette activité de parcours entrepreneur. Et vous allez voir aujourd'hui, c'est vraiment pas banal comme parcours d'entrepreneur et comme parcours d'entreprise également. Alors, en termes de déroulement, je vais vous présenter Lise dans quelques secondes. D'ailleurs, je voudrais souligner la présence ou la grande collaboration que nous avons de nos partenaires à cette série d'activités, comme vous le savez, qui rend possible l'ensemble de notre offre à l'AQT. Donc, un gros merci à nos partenaires de cette série des 5 à 7, en fait, des parcours entrepreneurs qui avaient l'habitude de se tenir en 5 à 7, comme vous le savez. Votre apport est excessivement apprécié. En termes de déroulement aujourd'hui, ceux qui sont des habitués avec nous, vous connaissez la formule. Nous allons avoir un entretien, une conversation qui va durer environ une trentaine de minutes, puis ce sera suivi d'une période de questions. Donc, vous allez pouvoir participer et échanger avec notre conférencière. Et je sais qu'on a tous envie de reprendre la période de réseautage, c'est très, très apprécié. Donc, nous allons ouvrir des salons de réseautage, des petits salons de réseautage. On va vous expliquer le déroulement au moment venu. Donc, si vous avez du temps, que vous pouvez rester avec nous, les salons seront ouverts jusqu'à 13h30. La présentation formelle, on va vous libérer pour 13h quelques convenus à l'agenda. Alors, nous avons une belle heure devant nous. Vous voulez manifester votre enthousiasme, montrer que vous êtes présent. Donc, vous avez les façons de faire en utilisant les réseaux sociaux, bien sûr, vous pouvez le faire. Vous êtes nombreux à nous communiquer vos bons coups, vos belles nouvelles. Donc, continuez à le faire. On aime vous lire, mais on aime aussi comment vous faire connaître à travers nos réseaux sociaux. Dès que vous avez un communiqué, une belle nouvelle,
écrivez à webmaestre@acuité.ca. C'est une boîte qui est lue à tous les jours et puis on s'assure de faire partager vos bons coups. Puis on diffuse aussi, comme vous l'avez vu dans les bulletins de l'Acuité aussi, les belles nouvelles de l'industrie. Parlant de belles nouvelles, on est très fiers d'avoir lancé il y a maintenant 2 semaines déjà, les bourses Jeunes Entreprises Acuité en collaboration avec nos partenaires fondateurs MDF Commerce et Platinum Sun Life. Donc, c'est une façon que ces partenaires ont trouvé de réinvestir dans la relève en offrant à des jeunes entreprises qui ont moins de 5 ans d'existence une adhésion pour 2 ans à l'Acuité, une possibilité de participer à des groupes de discussion, d'avoir accès à des ressources spécialisées. Donc, pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que si vous connaissez des jeunes entreprises dans vos réseaux respectifs, pour qui vous savez que cette appartenance à un réseau d'affaires comme celui de l'Acuité peut être bénéfique pour eux, bien, parlez-en, circulez l'information. Si vous allez sur notre site Internet, vous allez trouver facilement l'information et les liens là, pour accéder au programme. Nous avons un certain nombre de candidatures qui vont être accueillies à compter du 28 mai. Et si vous êtes une entreprise pour qui les valeurs de la relève sont importantes et que vous souhaitez vous aussi faire votre part puis encourager des jeunes entreprises et jeunes pousses et que vous avez de l'intérêt pour supporter le programme, bien, vous pouvez aussi vous manifester. Puis l'information est également disponible sur la même page du site Internet. Donc, au plaisir de lire comment les profils, de voir arriver les profils des jeunes entreprises et de vous entendre vos réactions sur ce programme. On en est excessivement fiers. Vous êtes nombreux à participer à l'ensemble de nos rendez-vous. On en a eu plusieurs depuis le début de la saison. Les échos, les évaluations que nous en avons sont excessivement encourageantes. Donc, je vous mentionne les prochains rendez-vous que nous avons sur des sujets vraiment très variés, mais toujours tout aussi pertinents. J'attire votre attention sur l'activité avec le ministère de l'Immigration. Ils ont une nouvelle plateforme pour permettre aux entreprises une meilleure autonomie là, dans les processus d'immigration. Donc, ils vont nous en faire la présentation le 19 mai prochain. J'attire votre attention sur le sujet car je sais que l'aspect du talent dans les récents sondages qu'on a faits était excessivement préoccupant pour vous, un réel enjeu. Donc, on espère trouver quelques réponses à nos questions de ce fait. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter Lise Lapointe, qu'on va voir bientôt à l'écran. D'ailleurs, pour optimiser votre participation, votre expérience en tant que participant à cet événement, je vous encourage de fermer vos caméras et vos micros. On va les ouvrir naturellement pour tout ce qui est de la période d'échange. On a toujours hâte de connecter un peu plus avec les gens. Et pour améliorer aussi votre expérience, vous pouvez choisir l'option d'affichage, je pense en anglais, ça s'appelle Speaker View. Donc, pour vous, ça va être plus agréable parce que vous allez voir des personnes, notamment Lise, en plein écran, voir toutes ces expressions quand elle va converser avec nous. Et puis, comme je vous dis, à la fin, on pourra remettre nos écrans, nos micros pour la période de questions. Ça va être plus sympathique. Alors, Lise, nous allons être prêts à démarrer. Juste avant, j'aimerais te faire connaître un petit peu plus des gens qui sont avec nous. Donc, Lise Lapointe est PDG de Terra Nova Sécurité et auteure du livre « The Human Fix to Human Risk ». Donc, on va avoir un petit mot là-dessus un peu plus tard. Lise œuvre dans le domaine des technologies de l'information depuis plus de 30 ans. Elle fonde sa première entreprise informatique avec l'arrivée des ordinateurs personnels en 1982. 7 ans plus tard, elle lance le centre de formation Microcode qui a été acquis par la suite par TELUS Business Solutions en 1998.
La troisième entreprise qu'elle fonde, Terra Nova Sécurité, a été l'une des premières entreprises au monde à se concentrer sur la sensibilisation à la cybersécurité. Terra Nova Sécurité est reconnue comme un leader mondial de la sensibilisation à la sécurité depuis 2015. Elle est dans le Magic Quadrant de Gartner et aussi reconnue par le Market Guide for Security Awareness, Computer-Based Training, donc des reconnaissances qui s'ajoutent à d'autres qu'on va comprendre un peu plus tard avec les partenariats qu'ils ont su créer. Donc, la vision de Lise, nul autre que d'être le partenaire de sensibilisation à la sécurité de choix pour toutes les organisations et les responsables de la sécurité au monde, pourquoi pas. Alors, bonjour Lise. Bonjour Nicole, ça va bien? Bienvenue. Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Lise, parcours impressionnant. On va commencer par des questions qui se répondent très rapidement. On va y revenir. On va répondre par des chiffres pour commencer. Simplement des chiffres. Okay. Alors, Terra Nova Sécurité, fondée en quelle année? En 2001. OK. Au meilleur de ta connaissance, les grands jalons là, de nombre d'employés, 2-3 chiffres clés, puis on va revenir au comment par la suite. Je dirais, c'est sûr qu'à partir de 2005, on a commencé à avoir plus une équipe. Donc, on avait peut-être une dizaine de personnes. Après, vers 2010, une quinzaine. Et aujourd'hui, on est 75. Au meilleur de ta connaissance, toujours, dans combien de pays vos solutions sont utilisées? Ils sont utilisés dans plus de 200 pays, grâce à nos clients, mais aussi à notre partenariat avec Microsoft qui ont des clients partout dans le monde et à Cisco. Alors, c'est utilisé par tous les clients de ces entreprises-là. En combien de langues? En 40 langues. OK. Qui rend les choses compliquées. Oui, c'est ça. On va y revenir aussi. Et puis, au meilleur de ta connaissance, combien d'utilisateurs travaillent avec vos solutions? On regarde ça tous les jours. En ce moment, on a au-dessus de 10 millions. OK. Écoute, c'est une réelle fierté d'avoir une entreprise québécoise avec tel rayonnement à l'international. Troisième entreprise fondée, Lise, la question qui nous brûle tous les lèvres, est-ce que tu viens d'une famille entrepreneuriale? C'était-tu dans ton ADN quand tu étais tout petite? Ou... Je viens d'une famille entrepreneuriale. Ma grand-mère est un entrepreneur, c'est elle qui m'a élevée. Mon père est un entrepreneur. Et parce qu'ils étaient des entrepreneurs, ils ne voulaient pas que ses enfants soient des entrepreneurs. Alors, on est tous devenus des professionnels qui finalement ont fini comme des entrepreneurs. OK. Comment, en 98, tomber dans le domaine de la sécurité, en fait, non, fonder ton entreprise, mais bon, qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine de la sécurité? J'ai été en TI depuis quand même longtemps. Avec Microcode, c'était un centre de formation, on avait un centre de formation bureautique et technique pour toutes les certifications Microsoft, Novell, IBM et tout ça. Et c'était une compagnie de services. Quand j'ai quitté TELUS, c'était pour repartir une nouvelle entreprise. Puis je voulais avoir une compagnie de produits pour être capable d'aller à l'international, faire quelque chose de différent. Et puis, je voulais rester en TI, je voulais rester en formation. J'ai un peu analysé avec mes clients que j'avais chez Microcode, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Puis l'idée est venue qu'il y avait beaucoup de formations techniques, mais très peu pour les employés. Et puis on commençait là, à ce moment-là, je veux dire, l'Internet n'était pas très présente, là, puis tout ça. Fait que c'est avec le temps, avec les lois, les normes, l'avenue des risques, des plus grands risques, c'est sûr que ça s'est développé. Mais c'était comme une chance un peu de tomber là, parce qu'il y avait besoin. Puis c'est un monde qui est quand même, je pense qu'il y a des gens qui ont leur micro ouvert, je vais vous demander de le fermer. C'est un monde qui est quand même très masculin, déjà à l'origine, encore maintenant, tu es encore en minorité, mais à l'origine, ça devait être quand même assez
inusité qu'une femme se lance dans ce milieu? Oui, Gartner, le vice-président recherche, il m'avait dit, je pense que j'en connais pas d'autres qui sont une femme qui a une entreprise en sécurité. Il n'y en avait pas beaucoup, non. Mais il n'y en a encore pas beaucoup, mais il y en a plus qu'il y en avait dans ce temps-là, définitivement. Quand on parle à des entrepreneurs, souvent on apprend qu'il y a comme des éléments déclencheurs, déterminants qui ont comme changé le cours d'une entreprise. Comment ça s'est passé chez vous? Je dirais que le plus grand changement qui est arrivé est en 2014 ou 2000. Ben, ça a commencé en 2009, où est-ce que il y a eu un analyste chez Gartner qui a décidé d'analyser le marché de la sensibilisation à la sécurité de l'information et de voir, il trouvait qu'il y avait de plus en plus de questions de la part des entreprises par rapport aux solutions. Et on avait commencé à vendre aux États-Unis en 2006 ou 2007. On avait des grandes organisations comme Caterpillar, puis les universités de la Californie. Alors, notre nom était venu à leurs oreilles, puis m'avait demandé « Est-ce que tu serais d'accord à participer à une étude? » Puis j'avais dit oui. Puis à partir de ce moment-là, ils nous ont comme suivis comme entreprise. Et en 2015, quand il y a eu le Magic Quadrant, on a été évalués comme les autres entreprises par rapport à ce qu'on faisait. Et on avait quand même beaucoup de grandes entreprises à travers le monde comme clients. Je dirais que ça a été quelque chose qui était... Et on était multilingue. Puis on avait une solution complète en sensibilisation. À partir de ce moment-là, du moment qu'il y a eu le Magic Quadrant dans Gartner, les investisseurs américains se sont mis à s'intéresser à ce marché-là et à investir de façon massive. Alors, ça a changé le marché complètement. Il y a une consolidation énorme dans ce marché-là. À peu près tous ceux qui étaient dans le Magic Quadrant dans ce temps-là n'existent plus, ils ont tous été achetés. Et puis, fait que ça a été ça le déclencheur, je dirais, le plus gros déclencheur dans notre marché. Aujourd'hui, il y a Forrester qui s'y intéresse, il y en a d'autres, mais Gartner a été le premier à mettre un Magic Quadrant en place. Il faut dire que quand même assez rapidement dans la vie de votre entreprise, vous avez été en mesure d'attirer des quand même clients très prestigieux, locaux et internationaux. Oui, on a, je dirais que ça a commencé au Québec. J'ai des clients qui sont encore avec nous aujourd'hui, comme Métro Richelieu, BRP, qui nous ont beaucoup aidés. Il y a Desjardins à l'époque aussi qui nous avaient aidés en tant que référence pour entrer aux États-Unis sur des RFP. Et après, quand tu as 2-3 clients aux États-Unis, tu te sors de ces références-là, puis tu rentres en Europe, c'est la même chose. Fait que c'était, pour moi, je me disais toujours, les 2-3 premiers sont vraiment importants. Puis après, fait que ça fait comme boule de neige. À travers les années, on a travaillé, ces références-là nous en ont apporté d'autres. La qualité de nos produits. Aussi le fait, je dirais que je pense que notre côté canadien a eu un impact parce qu'on était moins agressif dans nos formations, on était plus neutre, je dirais. Alors, on avait un fit avec des entreprises multinationales qui avaient un besoin de multilangue, puis d'un style qui est acceptable par tout le monde sur la planète. Souvent, les compagnies américaines avaient des styles très cartoon, qui ne fitaient pas partout. Alors, c'est ce qui nous a permis de gagner des gros clients à travers le monde. Dans le fond, vos premiers clients locaux comme BRP et autres, déjà, eux autres, ils ont comme, j'imagine, ouvert un peu votre expérience ou développé votre expérience à l'international. C'est un peu eux autres qui ont entraîné le multilangue. Oui, parce que BRP, il y avait besoin de 5 langues, si je me souviens bien. C'est comme ça qu'on a acquis l'expertise. C'était des langues qui étaient comme français, anglais, espagnol, allemand et suédois, je pense, ou finlandais, c'est plutôt finlandais. Et puis, après ça, on s'est dit, pourquoi pas, si on a déjà toutes ces langues-là, pourquoi on n'irait pas dans les pays? Ça couvrait quand même beaucoup de pays au monde. C'est ce qui nous a donné l'idée que oui, on avait ce qu'il fallait pour être capable d'aller ailleurs.
Recevoir le premier appel de Gartner, ça fait quoi? Mais c'est sûr que cette personne-là, tu sais, des fois, tu as des chances dans la vie, là, c'est comme ça. Cette personne-là qui était analyste à l'époque, puis qui ne faisait pas si longtemps que ça qui était là, lui, il avait un intérêt particulier de ce marché-là. Ça me faisait plaisir de l'aider, mais à l'époque, c'était comme il n'y avait pas encore beaucoup d'intérêt pour notre marché. Mais c'est plutôt avec le futur, il est devenu vice-président recherche chez Gartner. Aujourd'hui, il est premier vice-président. Il a un très, très gros poste. C'est certain que d'avoir accès à lui pour pouvoir lui envoyer un email ou lui parler, ça a été très important. De garder cette relation-là. Ouais. Ouais, j'imagine, puis ça donne une certaine crédibilité à d'autres clients éventuels. Là. Oui. Quand on observe un peu la croissance de l'entreprise, votre entreprise allait bien, vous aviez quand même une belle brochette de clientèle, quand même des partenariats qui se sont noués aussi. On va revenir avec les gros partenaires. Il est arrivé à un moment donné, je pense, dans la vie d'entreprise où tu as eu une réflexion assez profonde sur comment tout ça se dessinait pour le futur. Oui. Oui, c'est sûr qu'en 2015, quand c'est arrivé, nos compétiteurs ont quand même eu des investissements importants. Là. Un d'eux a eu 350 millions américains. Alors, je pense que tout le monde sait qu'ici, ça n'existe pas d'avoir 350 millions américains. Fait qu'il faut que tu fasses la même chose avec beaucoup moins. Puis tu compétitionnes contre des gens qui ont énormément d'argent à mettre en marketing aussi. Alors, là, il y avait une décision à prendre. Je me faisais approcher beaucoup au niveau de la consolidation. Je me suis offrir de façon régulière de me faire acheter par ma compétition, par des firmes d'investissement. On avait un choix à faire à dire, OK, est-ce qu'on essaye de scaler nous-mêmes avec l'expérience qu'on a, où on vend, où on reste comme on est. Puis, on sait qu'en affaires, on ne peut pas rester comme on est parce que sinon, on perd du marché. Fait qu'il fallait soit vendre ou soit décider de scaler. Puis, fait que j'en ai parlé avec mon associé, Jamal, puis on a pris la décision qu'on allait le faire nous autres-mêmes. Qu'on avait tout pour réussir à le faire. On n'avait pas l'expérience, on était peut-être un peu naïf, mais on y croyait. Fait que c'est la décision qu'on a prise à ce moment-là, puis on est allé chercher un petit investissement pour nous permettre de monter les équipes qu'on avait besoin. Donc, à ce moment-là, dans le fond, comment ta façon de gérer ton entreprise ou de mener la stratégie, ça doit être différent. Là. Quand tu dis, bon, ben écoute, là, on scale, on a des investisseurs, c'est une autre façon de faire. Ça avait pas mal tout le temps été par seul maître à bord par le passé. Je dois dire que j'ai appris beaucoup par l'expérience. C'est certain que j'avais zéro expérience avec un investisseur, mais pour moi, je savais, parce que j'ai eu des amis qui avaient des expériences, des gens que je connaissais. Je savais qu'il y a une chose qui pour moi est importante, c'est que je reste majoritaire. Ça, je savais ça parce que je voulais prendre mes décisions. Ça, c'était un point. Aussi, je voulais pas tout de suite aller vers un investisseur américain, même si j'aurais pu, parce que je savais comment exigeants ils étaient. Puis, je n'étais pas assez expérimentée pour faire face à ça. Fait que j'avais décidé de prendre l'expérience avec un investisseur qui était un peu plus long terme, là, je dirais. Fait que c'est comme ça qu'on a pris notre décision pour ensuite dire, OK, ben on ira après vers un deuxième round aux États-Unis. Ça, c'est ce qu'on désire rendu là. Puis, comment ça change aussi ta posture, là, tu sais, quand tu bâtis des équipes, quand tu fais tes recrutements, ça prend des gens qui ont probablement la même soif que vous, là, toi et ton associé? Oui, je dirais qu'une des choses que j'ai appris tard, mais vaut mieux tard que jamais, c'est d'avoir un coach
Ça s'appelle Métronome. C'est comme le scaling up aux États-Unis. Quand on a décidé de scaler, j'ai décidé d'aller chercher quelqu'un qui l'avait déjà fait. Et grâce à l'AQT, j'avais rencontré Shannon Susko qui avait écrit son livre là-dessus. Puis j'avais parlé à la fin de la conférence, puis j'avais dit, je trouve ça vraiment intéressant. Puis au niveau juste expérience, je me disais, je veux savoir si ça marche. Puis elle avait fondé quand même 2 compagnies qui fonctionnaient très bien et celle qu'elle a là aussi, qu'elle avait revendues. Alors, je l'ai appelée 1 an plus tard, quand on a finalement décidé de scaler. Et puis là, j'ai dit, moi, je veux que ce soit toi, mon coach. Tu es une femme, tu es en TI, tu as vendu des entreprises. Puis elle a accepté. Fait que j'ai commencé avec elle, puis elle était très occupée là, avec beaucoup de compagnies. Fait que dans le day-to-day, j'ai quelqu'un d'autre qui s'appelle Damien. Mais ça nous a donné une structure, un focus incroyable. C'est ça qui nous a permis de se rendre où on est là aujourd'hui. C'est de ne pas s'éparpiller, d'être focus, savoir de faire des prévisions annuelles de où on veut se rendre, c'est quoi dans le trimestre qu'on va faire, c'est quoi qu'on va faire le prochain trimestre. Si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver? C'est un grand travail d'équipe. Puis c'était une expérience jusqu'à maintenant fantastique au niveau entrepreneurial aussi. C'est pour réussir, ça me prenait cet encadrement-là. C'est un système, moi je travaille beaucoup avec des systèmes, d'automatiser tout, pour moi c'est vraiment important. C'est un système qui nous permet de communiquer, qui a une visibilité sur tout ce qu'on fait pour tous les employés de l'entreprise. Fait que tout le monde rame dans la même direction. Une des choses qui est importante au niveau de Shannon, que je trouvais différent de Scaling Up, et pourquoi j'avais choisi que je voulais travailler avec elle, c'est que, je ne sais pas si c'est parce que c'est une femme, mais elle a rajouté au côté en plus de Scaling Up, un côté très humain que Scaling Up n'avait pas, selon moi. Puis l'importance des valeurs, l'importance de qui t'embauche, il faut qu'il te ressemble. Quand tu es en croissance, là, tu ne peux pas engager des employés qui veulent être retraités. Là. Ça ne marche pas. Là. Fait que il faut que tu aies des gens qui sont prêts à travailler, qui sont capables de prendre la pression, dont le change management, là, ça se fait toutes les semaines quasiment. Fait que ça bouge vite. Alors, il faut que ça te motive, faut que tu aimes ça, il faut que ça te passionne, sinon tu peux être très malheureux dans une entreprise en croissance. D'ailleurs, je pense qu'on montre à l'écran une photo des membres de ton équipe, incluant, comment c'est Gus, je pense? Gus, il est sur mes pieds, là, d'ailleurs. Gustave, c'est notre mascotte. Mais juste un petit mot sur la présence des femmes. Tu sais, je pense que dans l'industrie des technologies, on est encore autour, je pense que ça varie entre 15 et 20 des femmes dans le secteur des technos. Et souvent à des postes là, qui ne sont pas techniques. Là. Donc, chez vous, c'est-tu intentionnel ou vous les attirez? Comment ça se passe? C'est sûr que on cherche les meilleurs candidats. En développement, je suis très contente quand on a réussi à trouver des femmes en développement. Il y en a si peu. Mais on a 5 personnes sur 7 sur notre équipe de direction qui sont des femmes, puis 50% des employés. Alors, la cybersécurité, il y a toutes sortes de métiers. Tu sais. On a des intégrateurs, on a des développeurs, on a des analystes, on a des gens en marketing, on a des gens de vente. Ça couvre beaucoup de différents métiers. Des gestionnaires de projet. Je pense qu'on a un peu pour tout le monde. On a plus de difficultés à trouver des gens techniques qui sont des femmes, c'est sûr. Alors qu'on parle beaucoup là, de la pénurie de talent et tout ça, donc je trouve ça quand même remarquable que vous ayez un tel bassin de diversité là, au sein de votre entreprise. On entend souvent des gens dire écoute, j'ai bien essayé d'embaucher plus de diversité des genres et autres, là, mais les gens ne viennent pas chez nous. Donc, je ne sais pas si tu as des conseils. On a beaucoup d'âges différents, masculin, féminin, des gens de différentes nationalités. Je trouve que ça apporte beaucoup au niveau de la créativité, du partage d'idées, tout ça. Fait que c'est important.
si j'ai un truc, non, on embauche vraiment sur les valeurs, puis autant que sur les compétences. C'est aussi important un que l'autre. On évalue autant ses valeurs que ses compétences dans les évaluations pour les augmentations, la progression, parce qu'on sait que c'est drôlement important. Terra Nova, ben, sécurité, ça se fraye dans la cour des grands. Donc, on a mentionné votre quand même relation assez de longue date avec Gartner. On va y revenir dans quelques minutes. Mais il y a aussi la présence de Microsoft autour de vous, de Cisco. Ça arrive comment, ces partenariats-là? Je pense que c'est sûr qu'à cause de la consolidation, je dirais le marché a changé énormément. Où est-ce que les compagnies comme Proofpoint ont vu l'opportunité d'intégrer la sensibilisation Security Awareness avec le Email Security et ont parti le bal à ce niveau-là où est-ce que les Cisco et les Microsoft ont voulu répondre à ça pour ne pas perdre de clients et les garder chez eux au niveau de leurs produits Email Security. Alors, c'est à partir de ce moment-là que ces compagnies ont commencé à regarder qui était dans le marché et c'est sûr que où est-ce qu'ils regardent dans le cadran de Gartner. Alors, c'est eux qui nous ont approchés en disant on a un projet. Au début, c'était quelqu'un qui m'a écrit sur LinkedIn, mais je ne prenais même pas ça. Je ne savais même pas c'était qui, là. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. On est allé à Seattle, on a présenté, puis on a négocié pour être intégré dans un contrat très particulier parce que Microsoft, il fait ça très rarement. D'ailleurs, qu'on ne fait pas dans aucun de leurs contrats. Parce que normalement, c'est un revendeur Microsoft, souvent un produit Microsoft et non le contraire. Puis, on est vraiment inclus dans le produit. Donc, on travaille avec les gens de Seattle au niveau produit, fait que c'est très haut dans la hiérarchie de Microsoft. Là. Ça, c'est le fun parce qu'ils sont très, très généreux envers nous. Puis, on a un contrat qui est co-marketing. Donc, la visibilité qu'on n'avait pas, puis que nos compétiteurs avaient à cause de leurs 350 millions, ben ça vaut beaucoup d'argent par rapport à avoir ce contrat-là avec Microsoft qui participe à nos activités, qui promouvoit notre contenu et qui l'utilise à l'interne aussi. Donc, comment ça se traduit avec Microsoft? Votre solution a été intégrée à leur solution? Oups. On a perdu le son. Non, c'est correct, c'est parce que j'ai... Si on travaille de la maison, puis quelqu'un rentre, ça fait du bruit. La brassée de lavage est prête? Non, c'est mon mari qui se fait dire. Mais, excuse-moi, c'est quoi ta question? Je parlais de Microsoft, dans le fond, concrètement. Donc, eux intègrent vos solutions à leurs produits? Oui. Donc, Microsoft, ils ont des licences. Puis, ils ont des licences qui s'appellent E3, E5, qui inclut certains produits de sécurité et dans le E5 qui offre la gamme de sécurité. Ou E3 plus Defender. Donc, nous, on fait partie de cette suite-là. On est intégré dans cette suite-là de façon automatique. Quand il y a un client E5, il a accès à tous nos contenus dans toutes les langues. Bien, là, j'attire l'attention de tout le monde sur ce fait-là, parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. Hein? On va voir peut-être dans les crédits quelque chose comme ça, Terra Nova, mais maintenant, on vous connaît. Puis, avec Cisco, est-ce que c'est une expérience qui était quand même similaire? Non, c'est vraiment très, très différent avec Cisco. Cisco, on a un white label, donc les gens ne savent pas vraiment que c'est nous. Ça s'appelle Cisco Security Awareness, CSA. On a travaillé pendant 1 an à intégrer avec leur produit d'Email Security. Ça a été annoncé en février dernier, mais on n'est jamais très visible. On travaille en support, en vente avec eux, mais on a nos portables Cisco, puis on est comme des employés Cisco quand on représente Cisco. Fait que c'est très différent comme approche de Microsoft. Ouais.
présent dans une quarantaine de pays. Est-ce que ça a impliqué pour vous, j'imagine, là, la réponse est certainement oui, bon, des changements au niveau de tout le système de gestion et tout ça, mais est-ce que vous avez aussi des bureaux à l'étranger ou vous desservez ça? Laval, je pense, c'est votre bureau chef? Oui, on a toujours desservi de Laval. Mais on a aussi un bureau à Paris. Puis là, on va ouvrir, ça fait longtemps qu'on travaille avec des gens à Paris, mais à contrat. Puis là, on ouvre une filiale à Paris pour finalement pour desservir toute l'Europe, puis une partie l'Europe, l'Afrique pour l'instant. Puis l'Asie, c'est plutôt des revendeurs qui le desservent. Je sais que pour avoir eu une présentation d'une de vos employés au Big Bang, là, le marketing chez vous, c'est presque chirurgical. Oui. Oui, Anastasia est quelqu'un qui est vraiment excellent. Et puis, c'est sûr que de par la business dans laquelle on est, c'est impossible mondialement là, de te faire connaître autrement que par ton site web, par le web. Fait on travaille ça beaucoup, le lead generation pour notre équipe de vente, ça c'est sûr. Ça a toujours été très important. C'est un mix de tout ça, c'est certain. On avait un besoin d'être en présence dans des salons comme Gartner, mais là, maintenant, ça fait un an qu'on voyage plus, qu'on fait plus ça, mais ça fait partie du mix marketing qu'on fait. Mais c'est sûr que la présence web est excessivement importante. Quand tu parles de Gartner, là, tout le monde probablement se passe la réflexion. On sait que ça peut être excessivement dispendieux. Être un partenaire Gartner, en tout cas un utilisateur Gartner, on sait que ça peut être excessivement dispendieux. Tu me mentionnais qu'au début de votre relation, pour vous, vous n'aviez pas d'investissement à faire autre que votre savoir? Non, il n'y a pas. Il y a des pay-to-play, ça c'est clair qu'il y a des compagnies dans lesquelles tu ne seras jamais dans leur rapport si tu n'es pas un client. Mais aujourd'hui, on commence à participer à ces compagnies-là. Avant, on ne le faisait pas. On n'avait pas les moyens de le faire. Mais Gartner, ça n'a jamais été le cas. Gartner, c'est très séparé entre les ventes et la recherche. Puis, c'est ça, souvent, je me suis dit, ça doit coûter cher. Non, ça ne m'a jamais rien coûté et ça ne coûte toujours rien. Ce que je fais pour aujourd'hui, c'est certain que si tu ne vas pas dans un salon de Gartner et que tous tes compétiteurs sont là, c'est un problème de visibilité. Là. Fait que il y a des choses que tu n'as comme pas le choix de faire. Fait que le salon de sécurité, tu es là, tu y vas. Fait que aussi, pour nous, on est client Gartner maintenant pour avoir accès aux analystes. On présente aux analystes à tous les mois sur qu'est-ce qu'on fait, comment on avance dans le temps du Magic Quadrant et maintenant du Product Guide. C'est super important que ces gens-là te connaissent. C'est immense l'influence qu'ils ont dans le marché. C'est la même chose pour Forrester. C'est des gens qu'on rencontre sur une base régulière pour les tenir au courant de nos partenariats, de qu'est-ce qu'on fait, les nouveaux produits, avec quoi on s'en vient, c'est quoi les alliances qu'on a formées. C'est vraiment ça le nerf de la guerre. C'est que s'ils ne te connaissent pas, j'ai compris aussi que c'est un art d'échanger avec eux. Il faut que tu leur en donnes assez, des fois pas trop aussi, parce que c'est dangereux aussi. C'est dangereux parce qu'ils parlent à tous mes compétiteurs. Puis ils vont, tu sais, c'est confidentiel les conversations que tu as. Fait qu'ils ne diront jamais que c'est toi qui l'as dit, mais ils peuvent dire suite à notre analyse, telle chose s'en vient sur le marché. Puis pour toi, c'est un feature qui est super important puis qui est en avant des autres. Fait que c'est vraiment une balance entre OK, ça, je ne veux pas le dire parce que ma compétition va le savoir. Puis en même temps, il faut que j'en dise assez pour le garder intéressé. Fait que c'est vraiment une balance entre qu'est-ce que je garde secret et qu'est-ce que je garde pas secret. Ouais. Quand on revient à votre décision, à un certain moment donné, vous avez dit, nous, le statu quo, c'est pas une option. Je suis pas prête à vendre. J'ai des offres, je suis pas prête à vendre. Je veux scaler. Je suis allée chercher un investisseur financier.
souvent, les investisseurs, quand on va les chercher, c'est quand on a une stratégie de croissance, souvent par acquisition. Donc, j'étais étonnée de voir que vous avez comme fait le choix de le faire de façon organique. Oui, c'est un choix réfléchi. Notre plus gros compétiteur est acquis à peu près toutes les compagnies sur la planète, qui sont 350 millions, c'est sûr. Mais le désavantage de ça, c'est que tu as toutes sortes de produits hétéroclites. C'est le Walmart de la sécurité. Moi, je voulais avoir des produits de haute qualité qui est intégrés ensemble. Puis moi, mon background, c'est en éducation. Alors, à cause de mon père, je suis devenue professeur. C'est ça, tu sais. Puis pour moi, c'est important d'avoir un produit, pas juste de le vendre. Les Américains sont très forts sur vendre le nombre de licences puis le marketing. Mais la satisfaction du client, c'est peut-être, dans certains cas, moins présent. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'expérience client, que les clients soient contents. On a un Customer Advisory Board de très grands clients sur la planète où est-ce qu'ils nous donnent des hints de, eux autres, ils se font solliciter là, tous les jours de qu'est-ce qui s'en vient, de qu'est-ce que les autres aimeraient voir. On a toujours beaucoup écouté nos clients pour notre développement. On a tout développé à l'interne parce que c'est comme ça qu'on peut être flexible, c'est comme ça qu'on a pu faire 40 langues, c'est comme ça qu'on peut faire un feature pour un client parce qu'il veut. Cette flexibilité-là, quand tu fais des acquisitions, pour l'avoir déjà fait dans le temps de microcode, tu es en limbo là, pendant une couple d'années, avec à moins de laisser la compagnie-là tranquille puis qu'elle fasse ses affaires. Si tu veux l'intégrer, c'est pas quelque chose de simple. Moi, je n'avais pas aimé l'expérience de faire de l'acquisition, puis ça, c'est personnel, il y en a qui adorent ça. Moi, je trouvais ça difficile parce que la culture d'entreprise, c'est très difficile d'arriver avec deux cultures différentes puis d'essayer d'intégrer ça, puis de... c'était trop d'ouvrage. Non, ce chemin-là n'était pas pour moi. C'est pour ça qu'on a décidé quoi. Peut-être le train va loin, mais ça a pris plus de temps, mais on est arrivé à la même place. Ça a été un choix personnel. Quand on a eu des échanges ensemble, le mot culture d'entreprise est revenu très, très souvent. Donc, tu prônes certaines cultures, tu embauches aussi, on l'a vu sur les valeurs des gens aussi, là. Parle-nous un peu de ta culture, puis comment, inévitable de ces temps-ci, on pose toujours la question, comment la COVID impacte justement cette situation-là, là? C'est sûr que la COVID impacte, là. Je dirais que la culture chez nous, c'est beaucoup le travail d'équipe, premièrement. On a travaillé très, très fort au niveau de l'équipe de direction à éliminer les silos. Parce que plus tu grandis, plus les équipes grandissent, plus ils travaillent entre eux, puis les faire travailler ensemble, c'est un effort. Fait que ça c'est super important parce que juste ce midi, j'avais une rencontre avec les développeurs. Bien, les choix qu'ils font de développement, ça impacte les ventes. Parce que s'ils mettent des priorités qui ne sont pas ce qu'on a besoin de vendre en ce moment, bien, on va perdre des clients. On ne renouvellera pas certains clients. Si le marketing ne sait pas avec quoi on s'en vient, ils ne pourront pas le pousser non plus. Fait que c'est super important que tout le monde se parle, puis que tout le monde sache qu'est-ce qui s'en vient dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on va promouvoir, on va faire quoi. On va-tu arriver à livrer ce qu'on est supposé livrer? C'est quoi les problématiques qui se rajoutent à ça? Aussi, le côté innovation est super important parce qu'on est très petit, un grain de sable par rapport à beaucoup d'autres. Donc, il faut être plus créatif, il faut être plus rapide, il faut arriver sur le marché avec des choses on dit toujours qu'il va faire fâcher notre compétiteur. on les fait réagir souvent, on trouve ça drôle. Mais on se fait copier beaucoup, fait que c'est sûrement un signe qu'on innove. Oui. Ça, c'est important aussi. Puis ça, je l'ai appris de bonne heure parce qu'il n'y a pas un copyright ou une marque déposée ou quoi que ce soit qui va empêcher ça. Donc, ce qu'il faut, c'est bouger, puis il faut créer des nouveaux produits, il faut avancer, puis c'est ça de l'affaire qui te protège de te faire copier, dans le fond. Donc, la créativité, c'est super important, l'innovation, le travail d'équipe. Le travail d'équipe, on dit chez nous, one team, one dream.
parce que tout le monde sait où est-ce qu'on veut s'en aller, puis on rentre dans la même direction. C'est ça que ça permet de faire, le One Team, One Dream. L'effet wow, où est-ce qu'on dit la satisfaction du client est excessivement importante. Alors, quand tu es en croissance, c'est très risqué de perdre la satisfaction des clients. Il faut que tout soit synchronisé. Si tu rentres 200 clients de plus, il faut que tu aies les gestionnaires de projet pour être capable de les livrer puis les supporter. Puis il faut que ta plateforme elle supporte 10 000 users de plus. Puis bon, c'est ça, c'est comme une danse. Il faut que tout le monde danse ensemble. Alors, ça, c'est important. Une autre chose pour moi qui est très importante, moi, je ne suis pas une personne politique, zéro. Ceux qui me connaissent le savent. Je suis une personne qui est assez directe. Je dis ce que je pense. Puis chez nous, pour moi, c'est super important. On ne peut pas avancer puis quand j'ai un employé qui frustre, tu peux frustrer dans ton coin si tu veux, mais si tu en parles, ça va aider. Tu sais, ça veut que pourquoi, c'est quoi le problème, c'est quoi le défi, on fait quoi? C'est pas, c'est d'être capable de mettre les choses sur la table. Alors, quand on travaille en équipe, il faut être capable de mettre les affaires sur la table. J'ai un défi, j'ai un problème. C'est pas une question de pointer du doigt ou de dire qui a fait quoi, là. C'est une question de dire qu'il faut le régler. Fait que c'est sûr que quand on met les choses en dessous du tapis et qu'on s'en rend compte un mois plus tard, ben, c'est jamais bien bon. Fait que ça, dans la culture, c'est super important, la transparence, être capable d'amener les choses qui nous dérangent. Autant au niveau des employés, s'ils veulent être heureux aussi, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans leur emploi, ils doivent être capables d'en parler. Puis il n'y a pas de. C'est un open door policy. Il n'y a personne qui n'a pas le droit de me parler là, parce qu'il y a un boss. Là, tout le monde a le droit de parler à tout le monde. Ça, c'est important. C'est important pour moi parce que j'ai besoin de. Ouais. Non, ça, c'est pas négociable. J'ai besoin de ça pour travailler, pour avancer, pour prendre des décisions. On va se tourner vers les participants. Après ma dernière question, parce qu'on ne peut pas faire une entrevue comme celle-là sans demander, Lise, y a-t-il des écueils ou des leçons que tu as apprises que tu acceptes de partager avec nous? Puis après ça, tout de suite après, je me tourne vers les participants pour poursuivre les échanges. Il y en a plein. Mon père, il disait toujours, au moins, apprends tes erreurs, fais pas la même 2 fois. Fait que ça, c'est... Moi, je n'ai pas peur de faire des erreurs parce que sinon, je ne peux pas prendre des décisions assez rapidement. Fait que, si je prends une décision, je me dis, il faut que je l'assume. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut que je l'assume. Ça, c'est la prémisse de base. Puis après ça, ben, les décisions, oui, j'en ai pris plein de mauvaises décisions qu'aprje me suis arrangée pour les faire différemment, faire mieux. C'est le même qu'on apprend, c'est le même qu'on fait mieux. Je dirais que la plus difficile, ça a été l'investissement. Ça a été beaucoup de surprises à ce niveau-là. Ça a été ça qui a été pour moi le plus difficile. Puis que je me suis aperçue que c'est un monde vraiment un autre monde. C'est pas une banque, c'est vraiment un autre monde. Puis les attentes sont différentes. C'est ça. Ça a été, je dirais, mon... Écueil, ou bien en fait, leçon apprise. Leçon apprise, plusieurs gaffes là-dessus. Oui, c'est ça, parce une qui est importante, puis je vais la dire parce que je pense que c'est hyper important, puis ça ne me gêne pas, mais quand on a un investisseur qui investit un bon montant, c'est pour mettre des équipes en place, c'est pour faire du marketing, c'est pour... Bon, fait que tu vas la dépenser vite, cet argent-là, puis tu ne réussiras pas à vendre assez vite pour combler le trou. Right? Fait que tout le monde sait que tu vas tomber EBITDA négatif, puis que l'idée après, c'est de remonter la pente. Hein? Ça, c'est sûr. Ta banque le sait, tout le monde le sait. Mais moi, ma banque, elle le savait, il était averti. Mais quand je tombais en EBITDA négatif, je cochais plus les cases. Ils ont tiré la plug sur ma marge de crédit. Une compagnie comme la nôtre qui vend des millions, pas de marge de crédit, ça va pas bien. Puis quand tu essayes d'avoir une marge de crédit puis tu es en EBITDA négatif, ben vous essayerez ça. Bon. Quand tu es mal pris, il n'y a personne qui veut t'aider, ça c'est clair. Fait que j'ai été obligée de la mettre moi-même. Puis une chance que je l'avais. Parce que si je n'avais pas eu, j'aurais été deep trouble.
Alors, la leçon apprise, c'est que quand tu vas chercher un investisseur, tu vas chercher une banque qui est prête à prendre ce genre de risque-là, une banque qui a un département de TI, qui a un développement logiciel, puis c'est ce qu'on a fait maintenant. On est avec une banque qui sont habitués à gérer des compagnies qui vendent des licences, puis qui ont du revenu récurrent, des choses comme ça. Fait que ça, je dirais que ça a été ma plus grosse leçon apprise. Personne ne me l'a dit. On a discuté avec la banque. C'est pas comme si on leur avait pas dit. Ils ont pris mon argent, ils l'ont placé, ils ont été bien contents. Mais après, oh boy, que ça a été un réveil brutal. Ouais. Bien, ben merci. Écoute, c'est ce qui va clore ma période à moi de conversation. On ouvre maintenant pour les participants. Un gros merci, Lise, de ta générosité. Bienvenue, ça me fait plaisir. Je vais demander à mes collègues, peut-être qui ont une meilleure vue sur l'ensemble des participants. J'imagine on va vous demander de lever la main. On va vous accorder la parole. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro à ce moment-là. Okay. Puis en attendant qu'il y en ait qui nous arrivent dans le chat, Lise, merci pour toute cette belle candeur puis cette ouverture et franchise. C'est toujours intéressant d'apprendre à connaître les gens. Tu es un des petits joueurs qui a le privilège ou je ne sais pas si c'est un privilège ou un inconvénient de faire affaire avec des gros. Hein, on en a parlé longuement. En termes d'investissement, ta ressource, est-ce que tu dirais que c'est quasiment 10-15 % de ton bandwidth qui sert à juste entretenir ce genre de relation-là avec les gros ou pas tant que ça? Ce qui est important, c'est de rester proche. Puis on a des meetings à toutes les semaines. Donc, dans mon bandwidth, c'est 1, 2 meetings, 3 par semaine. Est-ce que tu vas rester impliqué à ton niveau ou ton équipe le fait bien puis ça va, mais ou que de temps en temps tu dois intervenir? C'est quand même des joueurs significatifs dans le marché. Là, moi, j'interviens sur ce qui est stratégique. C'est sûr que sur la livraison, mes équipes font ça très bien. Là, ils n'ont pas besoin de moi, mais on a beaucoup de réflexions aussi avec l'équipe produit. Puis ça, définitivement, j'interviens. De par notre expérience, Microsoft, ils nous ont choisi, puis ils auraient pu le faire eux autres mêmes, c'est certain, parce qu'on était un leader dans Gartner, parce qu'on avait une expertise, puis ils se disaient, nous autres, on n'a pas cette expertise-là dans le marché, puis on n'a pas l'intention de la développer. C'est pas notre core business. Fait que alors, on travaille ensemble à développer ce produit-là, à le penser, à voir qu'est-ce qu'on va arriver avec dans le futur. Fait que c'est à ce niveau-là, moi j'aime beaucoup ça. Fait que je travaille avec eux au niveau produit. Merci, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vois pas je ne sais pas si les mains sont levées. Oui, c'est ça, il y a un bon groupe. Est-ce que peut-être je vais en poser un autre en attendant, Lise, en étant présent dans 200 pays, 40 langues, est-ce que dans ton équipe, tu as besoin d'avoir une représentativité de toutes ces langues-là ou comment tu gères ça, le fait que ton service à la clientèle est-tu disponible partout ou on travaille beaucoup, c'est sûr, en anglais, là, ça c'est clair. Ouais, okay. Mais on a des revendeurs locaux. On a deux types de ventes. On a une équipe de vente directe qui vend aux, mettons, 2000 compagnies les plus grandes au monde, mais on n'est pas capable, avec notre petite équipe, de vendre à tout le monde. Fait qu'on travaille beaucoup avec des partenaires, des revendeurs. Comme Cisco, c'est leur revendeur de Cisco, les revendeurs de Microsoft. Ouais. Cette stratégie-là de channel, j'imagine, fait partie de ton plan de croissance. Puis tu as des gens qui font la gestion des channels, puis c'est comme ça que tu développes ta business internationale. Exactement. Ouais. Cool. Nicole, il semble pas avoir de questions. C'est sûr que moi, je vous dirais, Lise, tu as été tellement généreuse et tu as tellement tout bien expliqué. Je n'en fais pas dessous du tout. Les gens qui sont en ligne, peut-être, je vous invite à répondre au petit sondage TNR là, qui est dans le chat. Donc, faites cliquer sur le form Microsoft, on ne le dira pas, pour répondre. Ça nous aide toujours à garder le focus pour vous offrir des événements intéressants. Vraiment un beau, on aime ça faire briller nos PME, les mettre en lumière. C'est l'esprit derrière la communauté techno, très fier des réalisations que vous avez. Puis
Je sais que tu inspires beaucoup de femmes aussi, puis que tu t'impliques aussi personnellement beaucoup dans ta communauté, notamment auprès des jeunes familles, des fois. Ça me fait plaisir de partager. S'il y en a qui ont des questions éventuellement qui leur viennent, là, ça me fait plaisir de leur répondre. On pourra agir comme courroie de transmission. On a des commentaires dans la fenêtre de chat. Les gens trouvent que c'est un très beau parcours. Merci beaucoup. Mais merci. Bonjour, chers membres de l'AQT et bienvenue au Parcours Entrepreneur. Ici Kevin Dupuis de Platinum Services Financiers de la Sun Life, votre partenaire en planification financière avancée pour les propriétaires d'entreprises tels que vous. C'est avec grand plaisir encore que nous commanditons cet événement et nous offrons aux membres de l'AQT une excellente offre que vous pouvez aller consulter en ligne sur le site web de l'AQT. Dans la section également du cercle d'experts, vous pouvez aller consulter nos guides de planification financière avancée pour les propriétaires d'entreprises auxquels ils seront vous supporter tout au long de votre croissance, maturité ou également votre transfert d'entreprise. Nous offrirons une formation prochainement, spécialement donnée par moi, expert en planification financière, pour consulter les guides avec vous et vous montrer comment utiliser ces outils à votre avantage pour votre entreprise, gracieusement offert par Platinum Services Financiers de la Sun Life en collaboration avec l'AQT. Bon parcours entrepreneur. Merci encore.